Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. Alors aujourd'hui, et pour rejoindre un petit peu le bloc des précédentes vidéos de découverte d'une stratégie de trading, on va s'intéresser particulièrement à celle qui est utilisée, je dirais, pendant les séances quotidiennes avec les clients, pendant les séances de live trading, en rappelant toujours la même chose, toujours la même introduction dans toutes ces vidéos, puisque c'est important de garder le même contexte, le même bémol, je dirais. Il s'agit avant toute chose d'un exemple parmi tant d'autres. Il y a autant de stratégies de mon point de vue qu'il y a de traders. Donc on verra un petit peu dans quelle mesure il y a des points communs à plusieurs stratégies de scalping, notamment évidemment celle du live trade. Comment distinguer peut-être quelques nouvelles subtilités. On vous parlera surtout aujourd'hui de couverture de risque, de stop loss. On va parler également de quelques outils assez importants qui, de mon point de vue, se marient assez bien. Mais avant toute chose, toujours en introduction, on va insister toujours pareil sur cette notion d'exemple. Il n'y a pas d'absolu en trading, je le dis à chaque vidéo autant que possible, et en particulier dans ces vidéos de présentation. Je viens me présenter ici en fait ce qui me paraît être assez cohérent, c'est-à-dire ce qui me paraît vraiment être important, je dirais, et puis surtout en insistant autant que possible sur des règles de bon sens liées au risque du trading, puisqu'évidemment c'est une activité risquée par définition. On va s'intéresser sans plus tarder toujours la même chose, toujours par rapport à cette introduction commune aux autres présentations, aux autres vidéos de formation stratégique, eh bien à une combinaison entre un choix d'actifs et une unité de temps. Alors, puisqu'il s'agit surtout ici d'insister sur le contenu du live trading, le choix de l'actif, vous le savez, pour la plupart, ce sera assez simple. Ce sera évidemment l'indice allemand, le DAX 30, qui représente l'essentiel des opérations prises en séance quotidiennement. Et concernant l'unité temps, on va jongler sur des petites unités temps. Alors, ce que j'appelle les petites unités temps, ça va être essentiellement du M5 et du M30. Je ne m'intéresse pas, comme vous le savez, spécialement au M1. Je trouve que c'est source de nombreux faux signaux. Je trouve que, de mon point de vue, c'est un peu une erreur d'y passer trop de temps. Si ce n'est à la limite pour zoomer un petit peu visuellement si quelque chose n'est pas clair au niveau du chandelier en M5, pourquoi pas, mais de manière assez ponctuelle. On va s'intéresser donc à quatre éléments, à quatre boîtes à outils. Les zones d'accumulation du prix, dans un premier temps, à savoir les supports, les résistances, pourquoi pas les retracements de Fibonacci. Quand je parle de support de résistance, ils peuvent être, comme vous le savez, aussi bien techniques que psychologiques, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'une zone d'accumulation, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit en gros d'une poche de prix que nous relions, que nous moyennons globalement avec une ligne horizontale, ou oblique d'ailleurs, parce qu'on peut tout à fait avoir un support, une résistance oblique. Ça peut également être tout simplement une valeur très ronde, une valeur très psychologique. On parle beaucoup en ce moment des 10 000 points, par exemple, sur le DAX. Alors d'ailleurs, ça va être assez amusant de voir un peu ces différentes vidéos récemment émises avec pas mal de recul, peut-être dans 6 mois, 1 an, pour voir justement l'évolution du DAX d'une semaine à l'autre, parce qu'effectivement, il s'agit des contenus enregistrés chaque vendredi. Pour le coup, nous sommes donc le 4 septembre. C'est toujours important de le préciser quand même, au cas où la vidéo est vue dans longtemps, dans plusieurs mois, dans plusieurs années, où le contenu, je pense, restera globalement d'actualité au niveau stratégique, mais évidemment où les cotations seront certainement obsolètes. On va s'intéresser également à des moyennes mobiles qui, comme vous le savez, ne constituent pas vraiment le cœur stratégique, le cœur du sujet, mais c'est toujours intéressant de mon point de vue d'avoir sous les yeux une représentation lissée du prix. J'en précise surtout deux, 21 et 200. En vérité, on pourrait même en préciser pourquoi pas une troisième. Après, il ne faut pas trop que ce soit surchargé non plus, à savoir la 50. Alors EMA évidemment, donc l'acronyme anglais qui correspond à moyenne mobile exponentielle, qu'on pourrait mettre MME en français, mais c'est vrai que EMA toujours pareil, c'est un peu plus un tout petit peu plus répandu évidemment. L'ATR, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Globalement, ce sont des outils systématiquement pour lesquels vous avez des vidéos de formation associées. Typiquement, celle des moyennes mobiles, c'est la toute première vidéo de formation parce que c'est généralement perçu comme l'outil technique le plus répandu, le plus simpliste, le plus classique, parce que comme le nom l'indique, ça n'est rien d'autre qu'une moyenne du prix. On verra après, bon, toujours pareil dans ces vidéos de formation-là, les quelques subtilités. Est-ce que c'est une moyenne du prix sur les prix de clôture, sur les prix d'ouverture, sur les points hauts, sur les points bas, sur combien de périodes, etc. Bon, l'ATR, donc évidemment l'oscillateur permettant de distinguer la volatilité d'un prix, la volatilité d'un actif, ici donc toujours pareil par rapport au DAX en faibles unités de temps. On verra justement qu'il nous servira à une seule et même chose,
c'est globalement de travailler autant que possible sur ces notions de range. On insistera lourdement dessus. Et donc en fait, le principe même du range, finalement, c'est d'avoir relativement peu de volatilité. C'est-à-dire que si on peut abattre toutes les opérations de scalping habituelles au sein d'un range uniquement dans le sens de la tendance du jour, ou s'il n'y en a pas vraiment, si par exemple le D1, le chandelier en D1 distingue plus ou moins un doji en formation, évidemment de se baser surtout sur le contexte. Est-ce qu'on sort de 5 séances consécutives par exemple fortement baissières, au contraire est-ce qu'on est plutôt sur une tendance haussière? Voilà, on reviendra là-dessus évidemment dans quelques instants. Et puis des notions de chartisme au sein toujours pareil de ces détections de points d'entrée, de petits points d'essoufflement. On parlera de doji, on parlera au contraire dans le cas d'une accélération, je dirais, du prix, on parlera plutôt de Marubozu, pourquoi pas. Dans le cas d'une petite hésitation du prix, on pourra parler également de pin bar, j'y reviendrai là-dessus. Ce n'est pas forcément une notion tout à fait nouvelle par rapport aux précédentes vidéos de formation, mais tout de même, elle reste assez importante, donc on y reviendra tout au long de cette présentation. Voilà globalement pour l'introduction, assez commune, je dirais comme d'habitude, au niveau des autres vidéos de formation du même nom, puisqu'effectivement, le contexte reste le même, il n'y a pas d'absolu en trading, il s'agit ici que de présenter je dirais une stratégie parmi tant d'autres. Alors, comme d'habitude, on a sous les yeux globalement la représentation vers laquelle nous allons tendre en fin de vidéo. Dans quelques instants, on va repartir sur un graphique épuré de tous ces outils-là. Là, pour le moment, on a simplement une moyenne mobile de période 21 sous les yeux, quelques supports résistance, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3, c'est simplement pour illustrer dans un premier temps ce que l'on va faire, et puis l'ATR. Voilà. Donc voilà, on a exactement maintenant la même représentation, le DAX en l'occurrence, par rapport à l'introduction, donc l'indice allemand, avec pour unité de temps le M30. On est effectivement, on le voit très nettement, sur un très puissant canal baissier. On va s'y intéresser un petit peu. C'est le premier point que je vais commencer à distinguer. Alors, on peut s'y intéresser de deux manières, soit en traçant directement, comme Xstation nous le permet, soit en traçant directement un canal qui convient, hop, de modifier un petit peu, parce qu'évidemment, au début, on le met un peu rapidement, et puis après, on affine, bien entendu, l'écart entre le support et la résistance oblique. Hop, voilà, là, ça me paraît pas trop mal. Voilà, globalement, on vient distinguer ce canal qui est validé, en tout cas, qui a commencé à partir de 17 h hier. On le voit assez nettement sur le chandelier, sur la représentation, je dirais, en M30, donc par rapport à la séance du 3 septembre. On a un canal, alors je ne dis pas qu'il faut systématiquement avoir un canal oblique aussi important, aussi intéressant, mais en tout cas, je m'intéresse quand même à ce qui était présenté en introduction, c'est-à-dire globalement les zones d'accumulation du prix. Ici, elles sont obliques. Et puis, on va naturellement, comme nous sommes sur les 10 124, on va commencer à distinguer, pourquoi pas, quelques niveaux totalement psychologiques. Alors là, moi, j'aime bien travailler en général un peu sur le code couleur, c'est-à-dire que j'aime bien distinguer avec une certaine couleur, par exemple le vert, pourquoi pas, les niveaux psychologiques, et avec une autre, par exemple le bleu, les niveaux qui, eux, sont plutôt techniques, je dirais. Donc là, pour le moment, je ne fais que m'intéresser aux 10 100, 10 000, et pourquoi pas, en guise de première résistance, les 10 200. Voilà, globalement, histoire d'abattre un peu ma trame contextuelle. Je ne vais pas, par contre, m'intéresser au support et aux résistances techniques forcément en M30, mais un peu plus en M5, puisqu'on va chercher autant que possible, en zoomant un petit peu, à distinguer un range. Alors, le hasard veut que nous soyons en train de combler un puissant gap d'ouverture, celui du 1er septembre, celui du mardi 1er septembre. Là aussi, c'est un élément d'actualité, c'est ce que l'on a sous les yeux à l'instant T, mais ça n'est pas indispensable, je dirais. On ne cherchera pas dans l'application systématiquement à appliquer la stratégie lors d'un comblement de gap. Voilà. Là, le contexte effectivement s'y prête, mais ça n'est pas spécialement le but du jeu. Bon. Je vais zoomer en M5. On considérera toujours pareil, toujours la même chose, le fait que les supports, les résistances tracées dans une petite unité de temps ont beaucoup moins de force, beaucoup moins de virulence, beaucoup moins d'intérêt, je dirais même, que ceux tracés sur les grandes unités de temps. Typiquement, le fait d'avoir tracé mes niveaux
psychologique en M30 n'a aucun rapport dans la mesure où qu'il soit tracé ceci en M30, en M1, en D1, ça reste les mêmes niveaux psychologiques. Ce commentaire au niveau des supports et des résistances n'est valable, enfin la corrélation entre la force d'un support et d'une résistance technique et l'unité de temps n'est valable que encore une fois, pour les niveaux techniques. Typiquement, là, je viens d'en tracer deux, 10 116 et 10 144. Alors, je rappelle très rapidement, en bleu, tout simplement, je mets les niveaux techniques en vert, les niveaux psychologiques. Voilà. Déjà, j'avais un range assez sympathique, globalement qui couvrait, parce que là on est en train de le casser, qui couvrait les cotations du 4 septembre à 10h20, donc de ce matin tout simplement 10h20, jusqu'au chandelier en cours, midi 10, sur 10 117. Alors je rappelle toujours la même chose, un range ne se définit pas forcément qu'entre un seul support et une seule résistance, c'est important. De la même manière qu'un canal peut se distinguer avec 2-3 lignes obliques, distinguant 2-3 supports, 2-3 résistances. Bon. Tout le travail, je dirais, à très très court terme est fait au niveau du contexte un petit peu lié aux zones d'accumulation du prix. On va s'intéresser aux autres outils qui pour le moment n'ont pas encore été tracés, notamment l'ATR, donc dans le petit moteur de recherche en haut. Voilà, bon, après moi j'aime bien l'avoir en noir généralement, parce que c'est vrai que j'ai un fond très blanc. Le but du jeu est relativement simple au niveau de la TR pour bien distinguer au sein du range une configuration de risque minimal puisqu'il va s'agir ici réellement de s'intéresser au placement de stop loss. Eh bien, on va chercher à avoir autant que possible la volatilité la plus faible. Alors, ce qui est intéressant avec la représentation de l'ATR, c'est que rien ne nous empêche de relier globalement des points hauts, des sortes de résistance ou des points bas, des sortes de supports régulièrement testés au niveau de l'ATR. Alors, très sincèrement, en ce moment, alors c'est vrai que ce commentaire peut être obsolète par rapport au contexte, mais en ce moment, moi j'ai très souvent tendance à travailler avec un ATR inférieur à la valeur de 10. Voilà. Donc on peut le tracer tout simplement, on va le vérifier, hop, voilà. Alors que vous soyez sur MetaTrader ou sur Xstation, ça n'a pas changé grand-chose. Idéalement, je vous invite quand même à le mettre en M5. Là, la représentation de la Terre ne me permet pas d'aller chercher, le 10, donc je vais me rabattre, je dirais, sur une résistance un peu symbolique, un point de contact assez récurrent sur la Terre. On voit que 17.9, pour pas dire 18, correspond assez souvent. Et on va chercher tout simplement à travailler sur une volatilité inférieure à cette valeur-là. Après la Terre, on peut le prendre de manière un peu plus oblique, au cas par cas. On voit bien que lors de très fortes accélérations, qu'elles soient haussières ou baissières, comme toujours, la TR augmente. La TR de plus en plus haut n'indique pas une tendance haussière, la TR de plus en plus haut indique simplement une volatilité croissante. La TR de plus en plus bas n'indique pas une tendance baissière, contrairement à ce qu'on peut penser la première fois qu'on l'utilise visuellement, et indique simplement une faible volatilité. Alors, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un ATR le plus faible possible, avec un prix évoluant dans mon range. Alors bien entendu, l'ATR, j'utilise ici comme un filtre de volatilité, exactement comme on utilise l'ADX au niveau de la règle de Wilder, le 25, c'est-à-dire que cette petite résistance que j'ai distinguée au niveau de 17.9, faut pas dire 18, si le marché est au-dessus, enfin globalement si l'ATR m'indique une valeur supérieure, ça me sert de filtre, c'est-à-dire que je ne rentre pas, c'est-à-dire que la volatilité est trop forte pour moi. Je souhaite avoir vraiment la volatilité la plus faible. Alors sans trop d'excès, il ne faut pas encore une fois que le range se distingue entre 2 ou 3 points. Précision importante, les niveaux d'ATR, ils dépendent au jour le jour. Aujourd'hui, je considère que la moyenne basse est en dessous de 18. Maintenant, l'ATR, il peut très bien évoluer sur une moyenne de 6, et donc je considérerais qu'une moyenne basse sera en dessous de 6. Voilà. Alors, paramétrage par défaut, généralement moi je travaille avec les valeurs par défaut, à savoir 14 de période, voilà, rien de plus. De la même manière que le commentaire est le même pour la moyenne mobile, si je travaille beaucoup sur 21 et 200, c'est parce qu'elles sont, c'est l'un des rares outils qui a plusieurs normes, en quelque sorte par défaut, plusieurs valeurs par défaut, la 21 étant assez rapide. Voilà. Alors mon range là, je vais le distinguer de deux manières, hein, parce que j'ai évidemment en bleu défini le véritable, je dirais, range de cette matinée, de ce 4 septembre, que nous avons un petit peu cassé. Là évidemment, j'ai deux manières d'appréhender la chose pour entrer dans le marché, pour considérer les prix. Soit considérer, je dirais, la poursuite du range entre 10 116 désormais en guise de résistance et 10 100 en guise de support que nous avions tracé au début, et on est en train de le tester, soit attendre que ça revienne au sein du cours, mais là je n'ai aucune garantie. Faut pas oublier après qu'on continue d'évoluer au sein d'un énorme canal. Ce qui est important, et on pourra pourquoi pas prendre un exemple concret, ce qui va être important, c'est de lisser le prix, avec notamment les quelques moyennes mobiles dont j'ai parlé,
21, 200 et pourquoi pas 50. Mais après, bon, moi j'aime pas trop en mettre non plus plus de 2 parce que c'est vrai que ça commence à surcharger un peu le graphique. Voilà, j'ai ma 21. Alors pourquoi la 21? Tout simplement parce que c'est une période très très répandue. Alors certains préféreront peut-être utiliser les paraboliques SAR, parce que je rappelle que les paraboliques SAR ont été créés justement pour placer des stops. Bon. Alors, le but, une fois que je suis dans le range, c'est de ne rentrer que dans la tendance du jour ou que dans la tendance de fond, qui est très fortement baissière. Là, ça tombe bien, parce que finalement, le hasard veut que la chose nous donne d'entrée de jeu raison. Alors, c'est dommage que ce soit fait d'entrée de jeu et que ce soit pas fait dans 5-10 minutes, mais globalement, pourquoi ne rentrer que dans la tendance du jour? Parce que statistiquement, la probabilité de rompre le support dans la tendance du jour est beaucoup plus forte que de le rompre dans la contre-tendance. Autrement dit, aujourd'hui, par rapport à ce petit support, il était beaucoup plus probable de rompre à la baisse que de rompre à la hausse. C'est pas un absolu, c'est-à-dire que c'est pas systématiquement vrai, bien entendu, sinon la notion de retournement n'existerait plus. Mais malgré tout, on prend moins de risques, je dirais, en ne scalpant que dans la tendance du jour. Je dis ça de manière assez importante parce que ça va déterminer notre stop. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas trop au sein d'un range de succéder, je n'aime pas trop enchaîner. Après, c'est un avis purement personnel, mais je n'aime pas trop enchaîner une opération haussière, puis une opération baissière, puis une opération haussière, puis une opération baissière, parce que ça veut dire qu'au moment où ça va casser, on a théoriquement une probabilité, à peu près une probabilité sur 2, d'être dans le faux. Alors qu'en restant dans la tendance du jour, comme on le fait en séance actuellement, c'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose qui change pour le moment, je dirais vraiment, au niveau vraiment de la configuration idéale, parce que pour moi, la configuration idéale au niveau du trading et même je dirais du scalping, c'est vraiment de rester dans un range et de travailler uniquement dans la tendance du jour, encore une fois, que mon objectif soit atteint au travers d'une rupture ou pas, peu importe, parce que un objectif quotidien, par rapport, pour faire écho à la vidéo de plan de trading, peut tout à fait être atteint seulement avec 4-5 opérations de 5-6 points sur le DAX, donc à la suite et au sein d'un range, ce qui représente respectivement, si vous avez 5 ou 6 opérations avec un objectif moyen de 5 points, ce qu'on fait assez souvent en live trading, représente quand même de 25 à 30 points pour une seule séance et sur 5 opérations. Alors, ici, théoriquement, on est bien embêté puisque par définition, comme on vient de casser ce support, donc comme on vient de casser le range, on est un peu, entre guillemets, je dirais, dans le flou. Alors, il y a 2-3 choses qui vont être importantes, parce qu'on n'a pas encore parlé des retracements de Fibonacci. Vous allez voir où je veux en venir, c'est clairement pas un hasard, et si vous avez suivi les derniers live streams, vous allez voir clairement ce que je veux dire par là. En ce moment, on travaille beaucoup sur cette représentation-là des retracements de Fibo, c'est-à-dire en reliant toute une tendance primaire avec le point haut qui aujourd'hui encore est le point haut historique, je ne sais pas ce qu'il en sera quand vous verrez la vidéo, mais en tout cas pour le DAX c'est 12 400, globalement 12 420, et pour point bas une séance particulièrement importante, celle du 16 octobre 2014, une séance chargée par l'actualité ukrainienne. Là je me suis mis en D1 toujours dans ce registre des zones d'accumulation du prix. Alors pourquoi j'ai voulu le préciser? Mais tout simplement parce qu'en vérité on a un objectif, le 61.8 de retracement de Fibonacci particulièrement important, qui est à 10 050 points. Voilà. Alors pour autant, je ne suis plus dans la configuration d'un range, c'est-à-dire que si je devais rentrer à la baisse dans cette poursuite dans cette poursuite baissière, ça violerait un peu ma préférence qui, vous le savez, est celle d'un scalping au sein d'un range. Malgré tout, le deuxième setup, généralement assumé en live trading et présenté comme tel, c'est celui d'une accélération. On fera quand même très attention avec un possible pullback sur les 10 100 points. En théorie, peut-être que je viendrai prendre une opération. Je garde en haut à gauche tout au long de cette présentation, pourquoi pas, mon petit ticket d'ordre, parce que j'aimerais vous présenter un peu de manière complète comment on appréhenderait la chose. Alors, toujours est-il que si je devais rentrer ici, toujours pareil, sous la forme de cette accélération, typiquement, j'ai deux possibilités. Soit je considère le scalping, et donc en regardant un petit peu où m'a entraîné le point bas de ces dernières minutes, de ces 5-10 dernières minutes, 10 080, j'ai 13-14 points d'écart, c'est largement suffisant pour abattre mon objectif de 5 points. J'aurai mon stop loss qui serait systématiquement, dans le cas présent, distingué au-dessus d'un niveau technique si je ne souhaite pas splitter, et de 2 niveaux techniques si je souhaite splitter. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si je souhaite splitter, je vais attendre que le premier niveau technique soit rompu pour abattre mon opération. Mais toujours pareil, en respect avec ce qu'on fait généralement en live trade, c'est-à-dire en respectant la volatilité. Est-ce qu'on a une volatilité ici me permettant de splitter sur 20 points? J'en doute. On a quand même relativement peu de volatilité, ce qui correspond à ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on a un ATR assez bas. Donc, je serais plutôt sur du 15 points. Voilà, en cas de split. Donc, typiquement, je pourrais rentrer à 10 095. Je vais enlever l'opération de click and trade. On va directement prendre un petit carnet d'ordre. Pourquoi pas? Alors en parallèle, l'opération VIX n'a strictement rien à voir. Évidemment, les clients la connaissent bien, c'est l'opération en cours. Mais globalement, c'est vrai que ça me permet aussi
potentiellement, théoriquement, je dirais, de beaucoup travailler, de beaucoup plus travailler, je dirais également, avec la notion de pending order, d'ordre différé. Bon, pour le moment, pour des raisons de simplicité, c'est vrai que je vais plutôt prendre un ordre en exécution immédiate. Déjà, on va faire très attention avec le petit pullback haussier qui est autour des 10 100 points, parce que je vais travailler vraiment sur les zones d'accumulation du prix, sur le pricing. Et au niveau chartiste, ce qui me laisse penser justement qu'on a quand même de belles raisons, je dirais, d'affirmer cette poursuite baissière, c'est que évidemment, le chandelier en M5 de midi 10 n'est pas, pour en parler à Marie Bouzu, parce que j'ai une petite mèche inférieure et une toute petite mèche supérieure, mais j'ai quand même de beaux corps, c'est-à-dire que j'ai pas, enfin en tout cas dans le premier, celui de midi 10, c'est un peu moins vrai dans celui de midi 15, j'ai des ombres, c'est dans midi 15 qui me montre qu'il y a un peu plus d'hésitation, mais dans celui de midi 10, j'ai une vraie rupture qui a été totalement affirmée, la rupture du support, le test sans trop d'hésitation, 15 points en dessous du niveau psychologique. Et donc, sans plus tarder, 10 095 en guise de TP. 10 116 ne sera pas le niveau qui va me servir pour le stop loss, puisque je suis prêt à splitter, puisque ça reviendrait juste à dire que je reviens au sein de mon enveloppe, mais j'aurais plutôt tendance à travailler sur 10 100, globalement 10 145. Alors certains me diront oui, mais le risk reward est du coup complètement, je dirais, renversé. C'est pas faux, mais en même temps, le risk reward en scalping, vous pouvez pas avoir un risk reward de 2 dans la mesure où vous visez, par exemple, 5 points de variation, donc vous n'allez pas avoir pour un risk reward de 2 un stop loss à 2,5 points. Ce qui convient là, c'est surtout d'améliorer le risk reward au travers de splits, pas forcément récurrents, mais en tout cas assez généraux. Vous avez remarqué qu'on est passé à 10 105, donc j'ai rehaussé très légèrement mon TP. Hop, il a été rejeté, petit slippage. Voilà, c'est parti. C'est parti, et d'ailleurs je vois que dans la personnalisation du graphique, juste la trading line c'est en blanc, donc on ne la voit pas apparaître. Hop, voilà, je la fais apparaître. Alors, on va s'intéresser sans plus tarder aux détails de l'opération. Donc 10 145, deux niveaux au-dessus concernant mon stop loss, la rupture de deux niveaux techniques, 10 000 tout simplement parce que je travaille sur du 5 points, et en parallèle, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on va pouvoir s'intéresser de plus en plus aux différents niveaux de pending orders, parce que en vérité, d'ores et déjà, je peux déjà placer mon ordre différé en pending order. On a parlé tout à l'heure des 10 116, il me faudrait quand même une rupture sur un niveau qui a été tracé en M5, donc ce ne serait pas une rupture de 20 points, il ne faut pas exagérer. Mais tout de même, une petite rupture assez sympathique de 4 points sur les 10 120, en l'occurrence au travers d'un sell limit. Pourquoi pas toujours avec le même take profit? Alors je dis pourquoi pas parce que vous le savez par rapport au live trade, je laisse une certaine durée. C'est-à-dire que si je vois qu'on n'a pas la possibilité d'atteindre le take profit immédiat, généralement, je viens le clôturer manuellement sur une espérance de gain un peu plus faible. Voilà. Parce qu'il y a le format du live trading à respecter. Mais bon, généralement, on vient en sortir quand même un gain assez sympathique. Stop loss identique, puisque de toute manière, ça correspondrait là aussi à deux ruptures techniques par rapport à la configuration qui a été mise en place. Donc globalement, on va travailler ici sur ce take profit de 10 095. Et donc toujours pareil, donc ici on va travailler un peu sur les limites du scalping, puisque je vais chercher 10 points en vérité, même 11 par rapport à mon point d'entrée qui n'était pas tout à fait à 10 106 mais qui était à 10 105. Alors il y a plusieurs choses assez intéressantes dans le cas présent. Vous voyez qu'on est en gain latent d'une petite cinquantaine d'euros sur cette opération. Rien ne m'empêche, et c'est ça que j'aime bien dans ce genre de schéma, rien ne m'empêche tout de suite de mettre mon stop sur point d'entrée. Donc c'est-à-dire d'abaisser mon stop. Généralement, c'est vrai que le stop, il vaut mieux pas trop y toucher quand il s'agit de prendre plus de risques encore, quand la contre-tendance est déjà forte et que le marché nous dit bon ben en plus je te montre que tu as tort, mais je vais aller encore plus loin. Par contre, dans le cas où il s'agit de généralement récupérer au moins sa mise initiale avec un stop sur zéro, donc stop sur zéro ou stop sur point d'entrée sont deux synonymes. Ça prend tout son sens. Là, je ne vais pas forcément le faire parce que je cherche surtout à montrer quand même un exemple assez intéressant pour cette vidéo de formation, mais rien ne me l'empêche. Autre point important, si le split venait à se déclencher, le stop sur point d'entrée reviendrait à mettre notre stop loss sur le point médian. Le point médian qui ici est compris entre 106 et 120 points. Donc j'ai 14 points d'écart, donc littéralement il est à 113, puisque 106 plus 7 ou
120 moins 7, dans les deux cas, peu importe comment on le voit, ça revient exactement à la même chose. Dans les deux cas, ça m'entraîne sur un point médian à 113. Donc imaginons que mon split venait à être validé à 10 120. J'aurais dans un premier temps toujours mon stop loss commun aux deux opérations sur les 10 145. Mais si par exemple je venais à être en gain d'une petite centaine d'euros sans avoir encore atteint mon take profit final à 10 095, rien ne m'empêcherait j'allais dire de rehausser, c'est pas tout à fait vrai, c'est ici dans le cas présent ce qu'on est short, d'abaisser mon stop loss au point d'entrée qui ici en vérité est un point médian à 10 113. Voilà. Vous avez remarqué que pour le moment on prend très peu de risques, c'est assez lent. Pourquoi? Parce qu'on a un ATR très faible, on a une faible volatilité. Et contrairement à ce qu'on peut penser, pour moi, une faible volatilité c'est mon meilleur allié. Parce que je cherche vraiment autant que possible à travailler dans le sens de la tendance du jour, mais au sein d'un range, donc sous la forme de beaucoup de bouffées d'oxygène. Je ne vais pas tomber dans la généralité totalement ridicule de dire qu'il faut vendre sur des points hauts et acheter sur des points bas. C'est complètement ridicule et c'est totalement évident, puisque bon, voilà, c'est juste la logique même si beaucoup de gens sur Internet recommandent de vendre sur des points hauts et d'acheter sur des points bas. Je pense que généralement on peut applaudir cette performance dans l'analyse assez exceptionnelle. Mais dans les faits, moi, ce que je recommande, c'est uniquement de s'intéresser, je dirais, aux zones un petit peu de surachat dans le cas d'une tendance baissière au sein des petites bouffées d'oxygène comme celle-ci en M5. Alors quand je dis surachat, c'est pas pour mettre un RSI ou un stochastique en M5, ça j'en ai horreur et je le dis assez souvent. Moi, je travaille beaucoup plus sur ce qu'on appelle le price action, ça les clients le savent très bien, c'est-à-dire sur l'interprétation du prix à l'instant T, plutôt que sur une multitude d'indicateurs d'oscillateurs. D'ailleurs, vous n'en voyez pas beaucoup des indicateurs ou des oscillateurs sur mon graphique. On a beaucoup plus je dirais, de tracés techniques, de supports de résistance qui soient obliques ou horizontaux, qu'une flopée d'indicateurs. On a globalement les moyennes mobiles, on a un petit ATR, voilà, bon, rien de bien fou. Bon, on a touché notre TP, notre take profit, puisqu'on était à 10 095. Alors, sans plus tarder, bien évidemment, je vais tout de suite enlever l'ordre différé, le split qui n'a plus vraiment lieu d'être. Alors, l'enlever, certes, parce que si je venais à revenir sur le marché, je n'aurais pas forcément le même prix d'entrée initial. Mais dans le cas où je me dis que finalement j'ai confiance dans le retour sur ce niveau-là, et ça me paraît assez logique, pourquoi pas le laisser. Moi, d'une manière générale, j'ai plutôt tendance à le virer. Voilà. On va s'intéresser très rapidement à l'historique du jour de ce 4 septembre, puisqu'il n'y a que cette opération qui apparaîtra, 75,25 €. On a poussé l'exemple un peu lointain sur 10 points. Bon, généralement, en live trading, c'est vrai qu'on ne vient chercher que des 5 points. Voilà. Alors, on peut répéter l'opération, puisqu'en théorie, vous êtes en train de voir qu'une fois le range initialement défini entre 10 116 et 10 145, une fois celui-ci rompu, comme nous l'avons vu en direct au début de la formation, eh bien, pendant 10 minutes, on a fait de la grosse rupture de niveau. Et puis là, qu'est-ce qui se passe depuis un petit quart d'heure? Eh bien, on est en train de former un nouveau petit range, un micro-range. Et alors ça, pour moi, c'est du pain béni. C'est vrai que j'ai pas beaucoup d'accumulation du prix. J'ai pas grand-chose, hein, j'ai que 15 minutes. Mais alors, ce qui se passe entre 10 088 et 10 100, c'est magnifique. 10-15 points de variation dans le range. Peu de variation, peu de volatilité, dans le respect et dans l'hésitation à tendance du jour. Pour moi, de mon point de vue, par rapport à ma stratégie, telle que je le conçois, c'est du pain béni, c'est le mieux. Je rappelle que par rapport au money management et au plan de trading, moi je déconseille de chercher plus de 50 points par jour. Je considère que 50 points par jour, c'est une excellente performance. 25 points, c'est une très jolie performance. Et d'une manière générale, en toute honnêteté, et vous le savez par rapport à mes vidéos de formation, surtout si vous avez regardé celle de plan de trading et de money management, je considère que 25 points d'axe récupérés en moyenne chaque jour, c'est déjà magnifique. Il ne sert à rien de vouloir tenter le diable parce que rester sur le marché, c'est prendre du risque. Donc autant ne pas trop y rester longtemps. Et puis concrètement, on est quand même sur des petits mouvements, une faible volatilité. On n'a pas un calendrier économique aujourd'hui, en tout cas par rapport à l'heure à laquelle je parle, midi 34, on n'a pas quelque chose à cette heure-ci qui peut, alors là, me renverser totalement la tendance. Par rapport à cette heure-ci, c'est vrai, midi 34.
Par contre, par rapport à 14h30, et là je le dis clairement par rapport à la vidéo de formation, aujourd'hui, ce vendredi 4 septembre, nous avons le NFP, donc les créations dans le secteur non agricole, dans l'emploi privé aux États-Unis qui sera publié, et en parallèle, on a également le taux de chômage américain. Mais tout ça interviendra dans 2 heures. Les chiffres sont plutôt bons, mais on peut pas dire que le pricing actuel plaide en faveur d'un retournement particulièrement violent à la hausse. Donc pour le moment, on continue d'acter des craintes qui sont très contextuelles au moment où je fais cette formation, qui sont en fait celles par rapport à la Chine, etc. Enfin, le ralentissement économique en Chine. Bon, moi je suis prêt à revenir à la charge. Alors, pourquoi ici utiliser plutôt le ticket d'ordre et non pas le click and trade? Parce que le click and trade, c'est la version la plus simpliste. Je peux effectivement valider également un stop loss et un take profit sur le click and trade, mais c'est vrai que moi j'aime bien utiliser le click and trade pour un trading assez nerveux, rapide, tac, je prends mon opération et tout de suite je la clôture, et puis prendre un peu plus mon temps ici. Donc il s'agit de prendre un peu plus son temps, d'être un peu plus serein. Alors après, on peut travailler aussi sur les volumes, c'est ça qui est important, et c'est ça que je souhaite aborder aussi, c'est que vous voyez là, on a ce petit range qui se forme. J'ai travaillé tout à l'heure sur 0,25 lots parce que j'étais quand même assez droit dans mes bottes en me disant, bon, là on a une accélération baissière, on a quelques petits signaux chartistes qui, comme on l'a vu, qui nous ont indiqué une forte accélération, même s'ils n'étaient pas parfaits, même si c'était pas des marées bousues. On a quand même eu également ce petit presque doji juste avant qui a commencé à témoigner d'une certaine hésitation globalement haussière en M5, c'est-à-dire le fait d'être passé de 10 115 à 10 135, clôture à mi-chemin au niveau des 10 125 et puis hop derrière petite hésitation haussière et voilà les deux gros niveaux, les deux grosses accélérations dont j'ai parlé. Alors vous avez peut-être vu, vous avez peut-être fait attention que je suis passé d'un take profit de 10 090 à 95 à 90 parce que j'attends soit de pouvoir entrer sur 95, soit sur 100, sur 10 100 évidemment. Bon, ici je me contenterai de 5 points. Admettons que je sois un peu moins serein, que je sois un peu moins... je me dis là c'est un peu plus risqué que la précédente opération. Je vais modifier mon amplitude de gain. Tout à l'heure j'en ai pris 10 à raison de 0,25 lots. Là je vais en prendre 5 à raison de 0,10 lots. Voilà. Je ne cherche pas vraiment à rentrer sur les accélérations, mais je suis très content de voir qu'on a un tout petit, il est temps pour moi de rentrer, un tout petit range qui est en train de se distinguer. Et alors, ce que j'aime bien faire, c'est en fait quand les supports sont un peu légers, un peu foireux, c'est-à-dire qu'ils sont tracés en M5 mais ils sont tout nouveaux, c'est de ne pas mettre une ligne horizontale continue, mais de mettre une ligne partielle. Voilà, comme je viens de le faire là, globalement sur les 10 090. On va revenir un peu sur l'opération ouverte à l'instant T. Donc, je suis parti du postulat que j'étais un peu moins sûr parce que ces niveaux sont un peu récents. On n'a pas beaucoup d'accumulation du prix. On a vu que ça ne fait que 20 minutes qu'on est dessus. Je suis rentré un peu plus léger au niveau des volumes. J'ai gardé la même configuration de stop loss. Alors, toujours pareil, là, il convient de marier mon opération avec un split. Je veux pas trop insister sur le split puisque là ça reviendrait quand même à mentir un peu dans le fait que en théorie je suis pas très sûr de mon opération comme je viens de le dire. Donc plutôt que d'utiliser deux niveaux techniques, comme je le disais tout à l'heure, on va s'intéresser à l'autre configuration, c'est-à-dire là vraiment de se dire je suis pas très certain quoi qu'on va aller sur 10 090. Donc j'ai appliqué de faibles volumes, je ne suis venu chercher que 5 points. Je vais abaisser mon niveau sur la rupture des 10 100, c'est un peu trop évident, je ne vais pas mettre mon stop à 10 102, mais vraiment de ce niveau-là, des 10 116. Donc je vais abaisser globalement mon stop loss immédiatement, donc sans aucune attente au niveau du split, puisque je ne cherche plus à rompre deux niveaux importants, mais un seul pour pouvoir valider le stop. Je passe de 10 145 à 10 120, ce qui est un peu mieux pour mon risk reward, évidemment. Et alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est que le fait de jumeler une opération assez affirmée, assez sûre, je dirais, et donc on le sent au niveau du volume appliqué, 0,25 lots au niveau de l'amplitude, 10 points, eh bien, c'est-à-dire que si derrière on la jumelle avec une opération un peu moins risquée, au final, ici, mon potentiel de perte est de 62,50 €. Or, il s'inscrit parfaitement dans le gain de tout à l'heure de 71 €. Donc je sais qu'ici, je ne travaille que sur mes gains, ce qui est quand même assez honorable parce que mine de rien, c'est toujours appréciable de se dire au pire, je perds ce que j'ai gagné tout à l'heure, je suis pas en train d'attaquer mon capital. Hop, take profit touché en parallèle, on va le chercher au niveau de l'historique, 12,75 €, toujours assez sympa. Voilà. Tout ça pour dire, effectivement, on vient de jumeler deux take profit, l'un de 10 points avec les 0,25 lots et l'autre de 5 points avec 5 points seulement. Vous remarquerez d'ailleurs que grâce à la petite volatilité quand même, on a eu des prix de clôture via des slippages en notre faveur, un peu plus intéressant. De toute manière, chez XP, ils peuvent être que en votre faveur à ce niveau-là. Donc, on avait 10 095 et 10 090 respectivement pour les take profit. Et en fait, on était exécuté à 94,6 et à 89,9. Voilà.
Voilà globalement. Donc là, c'est tout pour les deux exemples. Je ne vais en prendre que deux parce que déjà la vidéo là à l'instant T, je suis en train de le voir, fait déjà une bonne petite quarantaine de minutes, donc on va pas, on va pas simuler un live streaming non plus. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais vous montrer de manière très concrète aujourd'hui avec deux exemples d'opérations. C'est important. Je considère que l'essentiel de la formation et par rapport enfin, à la petite amélioration du live streaming est faite. Pour autant, je pense que nous ferons donc une suite pour aller un peu plus loin dans certains points qui n'ont pas eu besoin d'être exploités aujourd'hui, donc à l'occasion de la prochaine vidéo de formation. Donc sous-entendu par rapport au webinaire, à l'occasion pour les gens qui sont connectés, à l'occasion de vendredi prochain, parce que c'est les vendredis que je fais les petits webinaires. J'aimerais notamment, pourquoi pas, parler un petit peu du jumelage entre unité de temps, notamment, pourquoi pas, en cassant la représentation X-Station avec deux graphiques sous nos yeux. Mais j'aimerais le faire en prenant un peu mon temps et donc je pense qu'on le fera tranquillement à l'occasion de la prochaine vidéo. Voilà, je vous remercie à tous pour votre attention, je vous remercie surtout pour votre fidélité. Je vous invite naturellement à assister aux autres vidéos de formation et puis naturellement à assister au prochain webinaire. Voilà, merci à tous et à bientôt.